Donc je l'ai connu comme éditeur, je l'ai connu comme président de la Foire du Livre où il était invité d'honneur vers les années 1990. Et je l'ai connu aussi comme responsable du Festival des Rencontres Inattendues. Donc ça m'a donné euh, l'occasion, de le rencontrer officiellement dans le cadre de mission et inévitablement, petit à petit, à titre privé, jusqu'à un moment où on s'est trouvé dans une situation de relation amicale et comme toujours avec Michel Serres, joyeuse, positive, enthousiaste et espiègle même. Je crois que c'est sa transversalité, c'est qu'il ouvre les frontières, donc il n'est pas cloisonné d'abord dans la philosophie. Il a toujours dit son regret de ne pas être un musicien, par exemple, c'était son rêve d'être musicien, et qu'il ouvre les frontières. Et c'est comme ça que dans le cadre d'un festival de philosophie et de musique, sa première réaction a été immédiatement positive. Elle a dit oui, pas de frontière entre la musique et la philosophie, d'autant plus que la musique est antérieure encore à la philosophie. Donc voilà, ouvrir les frontières. Et le plus grand témoignage, c'est la bande dessinée. Un philosophe qui soudain dit Hergé est le plus grand artiste du XXe siècle. Bon, il a eu des... Il dit lui-même que ça lui a valu des sarcasmes et ça lui a créé des obstacles pour sa carrière de philosophe. Comment un philosophe qui parle de bande dessinée? Et donc voilà, briseur de frontières. Un peu comme Tintin alors. Voilà, voyageur, Tintin est le voyageur aventurier, et Michel Serres, c'est pas moi qui le dis, je ne sais plus qui l'a cité, comme voyageur de la pensée. Voilà, il voyage, il traverse les grands horizons avec, ce qui est rare aujourd'hui, une connaissance encyclopédique. C'est pour ça qu'il était un grand fidèle de Leibniz, qui était un encyclopédiste, aussi bien savant mathématicien que poète à la limite, donc qu'est Michel Serres. Donc il ne faut pas oublier qu'il avait aussi un doctorat en littérature, il a donné cours de littérature à l'université. Donc c'était un esprit ouvert et du coup qui aimait bien voyager et particulièrement se projeter dans un futur proche. Donc de fait, on a publié un ouvrage qui s'appelle Hergé mon ami, qui est en fait un recueil des articles qu'il avait écrits dans différentes revues. Alors, je crois qu'il aimait Hergé comme tout le monde, comme vous et moi. Il l'a dit, c'était pendant la guerre 40-45 qu'il a découvert la lecture de Tintin parce que c'était une distraction, une évasion qu'il a émerveillé. Donc il garde cet émerveillement de cet enfant qui lit Tintin pendant la guerre alors qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est sa lecture de philosophe. Euh, Par exemple sur la communication, où il prend les bijoux de la Castafiore comme modèle de la non-communication dans un univers de communication. Ou alors sa lecture du Yéti, l'abominable homme des neiges. Dans le mot abominable, il y a la syllabe bon. Et ce Yéti était bon. Il a protégé Chang et on le voit pleurer quand Tintin reprend Chang pour le ramener à la civilisation. On voit ce Yéti derrière un rocher qui les regarde et qui pleure. Et donc il dit dans toute animalité, bestialité ou dans tout ce qui est abominable, il y a de la bonté. Voilà, c'est cette lecture de philosophe et toujours de philosophe optimiste, cherchant toujours la lumière, même dans les espaces les plus sombres. Mais je crois que ce qu'il a fait est tellement singulier que ça va rester, je veux dire. C'est ça le propre d'un auteur, c'est son œuvre lui survit. Et donc, lire Michel Serres dans 10 ans pour voir comment il a lu Tintin va rester passionnant. Et alors là aussi, c'est un homme qui a fait école, donc maintenant, les philosophes ne se gênent plus nécessairement pour parler de Tintin, de Corto Maltese, et donc on sait qu'il y en a certains qui se passionnent aussi. Donc il a ouvert une porte, et donc la porte est ouverte. C'est tout ce... Ben, ce sont des gens tout à fait ouverts, comme Enthoven, il peut parler de la bande dessinée. Je dirais même, pour l'avoir rencontré, Pascal Bruckner, qui était un fan de Corto Maltese. Donc il n'a pas écrit, mais voilà, il pourrait très bien écrire. Je me souviens, lors d'un débat, il y avait Pratt et Louis, c'était à Montréal. Il n'a pas parlé pendant le débat, il a laissé passer les Pratt, et je lui ai demandé après, pourquoi n'as-tu pas parlé?
il m'a dit qu'en Pratella, le mieux que je puisse faire, c'est me taire, pour le laisser parler. Donc il y avait une marque de respect d'un philosophe par rapport à un grand auteur de bande dessinée. Donc voilà, le rapport entre la philosophie et la bande dessinée, c'est ouvert, et d'autant plus qu'entre-temps, la philosophie était reconnue comme un art. Alors que de l'époque de Michel Serres, à l'époque de Michel Serres, c'était pas encore reconnu comme un art, c'était un divertissement pour enfants. Comme la BD en général, et Tintin en particulier, image de la bande dessinée. Donc maintenant, tout a bougé, y compris la bande dessinée elle-même, et entre autres grâce à Michel Serres. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est évidemment un point commun que Michel Serres a eu, je ne vais pas dire tardivement, mais très progressivement. Donc ce sont ces 20 dernières années où il est devenu recherché, familier, une star, hein, radio, télévision, festival, etc., devenu une star. Hein, alors qu'Hergé l'a été, je veux dire, précocement, si pas prématurément. Donc voilà. C'est aussi deux hommes de grande lisibilité quand ils s'expriment, surtout en oralité, Michel Serres. Hein. Donc il a un souci de grande lisibilité, comme Hergé a un souci de grande lisibilité. Et puis je crois qu'en filigrane, comme Hergé, il y a l'humour. Hein. De son côté, Michel Serres, je dirais plutôt qu'il est espiègle. Voilà. Et d'ailleurs, son dernier titre s'appelle Morales espiègles. Donc rions un peu et rions-en même beaucoup. Et donc ça, c'est justement un point commun qu'ils avaient ensemble. Eh bien, ça, c'est à découvrir. Ce serait intéressant de découvrir, puisque ils se sont sûrement rencontrés, bien sûr. Je ne sais pas si c'était fréquent, mais à tout le moins, il y a du courrier, donc il serait intéressant que et la succession de Michel Serres et les studios Hergé révèlent les courriers qui se sont échangés, si c'est possible. Donc il faut mettre les Dupont sur le coup. Voilà, on va envoyer les Dupont pour révéler, nous ramener ces courriers qui existent. Oui, chez lui. Oui, 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 chez lui. Chez lui, très dernièrement d'ailleurs, en mars encore. Et donc, oui, il habitait Vincennes, une toute petite maison, évidemment pleine de livres. Il donnait ses rendez-vous toujours en fin de matinée, puisqu'il se levait très très tôt, à 5 heures du matin, il écrivait jusqu'à la matinée, puis après il avait ses fonctions publiques. Il fallait jamais aller le jeudi, parce que le jeudi il allait à l'Académie française, et donc il était passionné finalement par la langue française. Et tous les jeudis après-midi, plusieurs académiciens se réunissent pour l'étude de la langue. Les mots nouveaux, les mots à supprimer, les sens qui évoluent, et ça c'est une passion. Et donc voilà comment je l'ai connu un peu chez lui, dans son environnement parisien. Donc il était très atteint physiquement, et son esprit restait d'une vivacité inouïe, son regard, évidemment, il y avait de la lumière dans ses yeux et du pétillement. Et alors ce qui est frappant, c'est que il a une résistance fantastique, parce qu'il est malade depuis plusieurs années, il est en récidive d'un cancer, et donc il a résisté jusqu'au dernier jour. 5 jours avant sa mort, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, là quand même, je suis épuisé, mais sa voix était alerte. Et il avait toujours un livre à écrire. Moi, je crois que le livre à écrire, c'était son énergie. Et donc, depuis qu'il est malade, il a écrit 2 livres, et son 3e était en cours d'écriture. Je ne sais pas où il était, mais c'était une manière de repousser la mort à chaque fois que de dire, j'ai un livre à finir. Voilà, il va contribuer à partir du numéro 2 qui sortira en septembre, il va ouvrir une rubrique qui s'adressera aux philosophes, aux penseurs, ou aux grands romanciers qui sont des prophètes du futur, sur la base de la question « Qu'est-ce que l'aventure pour vous aujourd'hui ?» Donc on a posé la question à Michel Serres, et donc c'était le 25 avril, et donc voilà, l'interview a été faite et elle sera publiée mi-septembre dans le numéro 2 du magazine Tintin c'est l'aventure, en ouverture d'une nouvelle rubrique dans chaque numéro.